J'étais assis sur le parking d'un hôpital à 23 heures, serrant le volant de ma voiture Uber si fort que mes jointures étaient devenues blanches. Un homme de 74 ans, nommé le Lanfos, était assis sur la banquette arrière. Et il venait de prononcer 9 mots qui avaient complètement bouleversé ma vie. Ton père ne t'a pas exclu parce qu'il ne t'aimait pas. Il t'a exclu parce que tu étais le seul en qui il avait confiance. Je ne pouvais plus respirer. Je ne pouvais plus bouger. Je suis resté là, le moteur tournant et les larmes coulant sur mon visage, tandis que cet inconnu, ce vieil homme frêle avec une canne et un costume gris qui pendait sur ses épaules comme s'il appartenait à quelqu'un 2 fois plus grand que lui, me regardait m'effondrer dans le rétroviseur. 3 mois avant cette nuit-là, mon père, Gérald Mercé, était décédé à l'âge de 79 ans. Il avait laissé derrière lui un empire immobilier d'une valeur de 52 millions de dollars. Il avait laissé un Penthouse à Nashville qui surplombait toute la ville. Il avait laissé un yacht de 60 pieds amarré à Miami. Il avait laissé 2 fils qui avaient été préparés toute leur vie à hériter de tout. Et il m'avait laissé, moi, Donovan Mercé, 48 ans, son 3e fils, celui qui n'avait rien reçu. Je ne veux pas dire que j'ai eu moins que mes frères. Je veux dire que je n'ai rien eu. Pas un dollar, pas une montre, pas une phrase dans son testament qui reconnaisse même mon existence. Mon père avait divisé toute sa fortune entre mon frère aîné, Brock, et mon frère cadet, Wade. Et quand l'avocat eut fini de lire ce document à voix haute dans son bureau à Nashville, mon nom n'avait pas été prononcé une seule fois. Brock a 55 ans. C'est le genre d'homme qui entre dans une pièce et s'attend à ce que tout le monde se lève. Grand, large d'épaules, les cheveux argentés, lissés en arrière, portant toujours un costume qui coûte plus cher que le loyer de la plupart des gens. Il avait repris Mercé Property 5 ans avant la mort de notre père. Et au moment où Gérald est décédé, Brock gérait déjà l'entreprise comme si c'était son droit d'aînesse. Le testament n'a fait qu'officialiser la chose. Il a obtenu le Penthouse, les parts de contrôle et la majeure partie des propriétés commerciales. Des dizaines de millions de dollars remis à un homme qui agissait déjà comme s'il possédait le monde. Wade a 51 ans. Il est plus discret que Brock, mais tout aussi complice. Wade n'a jamais eu le cran de diriger, alors il a suivi. Quoi que Brock dise, Wade était d'accord. Quoi que Brock veuille, Wade le soutenait. Il a hérité du yacht, de plusieurs propriétés résidentielles à travers le Tennessee et la Floride, et d'une somme en espèces qui lui permettrait de vivre comme un roi le reste de sa vie. Wade ne m'a jamais défendu, pas une seule fois. Pas quand nous étions enfants, pas quand notre père était vivant, et certainement pas quand le testament a été lu. J'étais assis dans le bureau de cet avocat, portant la seule chemise décente que je possédais. J'avais fait 3 heures de route de Knoxville à Nashville parce qu'une petite partie insensée de moi croyait encore que peut-être, après toutes ces années de silence et de distance, mon père s'était souvenu de moi. Peut-être qu'il m'avait laissé quelque chose, même une lettre. Même une ligne qui disait qu'il savait que j'existais et que je comptais pour lui. Il n'en fut rien. Quand l'avocat ferma le dossier, Brock se tourna vers moi. Il n'a pas chuchoté. Il n'a même pas baissé la voix. Il l'a dit là, devant l'avocat, devant Wade, devant Dieu et tout le monde, papa ne t'a jamais aimé, Donovan. Il nous l'a dit lui-même. Tu étais le chouchou de maman, et quand elle est morte, il n'avait plus aucune utilité pour toi. Je n'ai pas dit un mot. Je me suis levé, j'ai quitté ce bureau, je suis monté dans ma voiture et j'ai roulé 3 heures jusqu'à Knoxville dans un silence complet. Pas de radio, pas d'appel téléphonique, juste la route et le son de ma propre respiration, et le sentiment que tout ce que j'avais secrètement espéré avait été confirmé comme un mensonge. Ma mère s'appelait Lorraine. Elle est décédée quand j'avais 12 ans, d'un cancer. C'était la personne la plus aimante que j'ai jamais connue de ma vie. Elle avait l'habitude de s'asseoir avec moi sur le porche arrière de notre maison et de me dire que j'allais accomplir de grandes choses. Elle m'appelait son « doux ». Quand elle est tombée malade, c'est moi qui lui apportais de l'eau au milieu de la nuit. C'est moi qui lui tenais la main quand la douleur devenait insupportable. Brock et Wade étaient des adolescents à l'époque, déjà en orbite autour de notre père comme des satellites, apprenant déjà les affaires, devenant déjà ses fils choisis. Mais j'étais avec ma mère. J'étais toujours avec ma mère. Quand elle est morte, quelque chose s'est brisé chez mon père. Je l'ai vu se produire en temps réel. Il a cessé de me regarder. Il a cessé de me parler au dîner. Il emmenait Brock et Wade sur les sites immobiliers le week-end et me laissait à la maison avec une femme de ménage.
Je lui ai demandé une fois, quand j'avais 15 ans, debout dans l'encadrement de la porte de son bureau pendant qu'il examinait des contrats. J'ai dit, « Papa, pourquoi ne m'emmènes-tu jamais avec toi ?» Il m'a regardé avec une expression que je n'oublierai jamais. Ce n'était pas de la colère. Ce n'était pas de l'agacement. C'était quelque chose de plus proche de la douleur. Et il a dit, « Tu es différent de tes frères, Donovan. Tu comprendras un jour. » Je n'ai jamais compris. J'ai passé les 33 années suivantes de ma vie à croire qu'être différent signifiait être moins. Que mon père voyait quelque chose chez Brock et Wade qu'il ne voyait pas en moi. Que quand ma mère est morte, tout l'amour qu'il avait pour moi est mort avec elle. Alors, j'ai bâti ma propre vie. J'ai appris l'ébénisterie avec un vieil homme nommé Gus, qui habitait 2 rues plus loin. J'ai déménagé à Knoxville à 22 ans, j'ai commencé à travailler dans un atelier de menuiserie, et j'ai finalement économisé suffisamment pour ouvrir le mien. J'ai épousé une femme nommée Jolene. Nous avons eu une fille, Ruthie, la lumière absolue de ma vie. Pendant un certain temps, les choses allaient bien. Pas riche, pas accent grave-l'œil, mais bien. Un travail honnête, une petite maison, une famille. Puis en 2020, l'atelier a fait faillite. J'ai tout perdu. Jolene a essayé de tenir le coup, mais 6 ans de contraintes financières nous ont brisés et elle est partie. Je ne lui en veux pas. Vraiment pas. Elle n'avait pas signé pour regarder son mari se noyer. Ruthie était déjà à l'école à l'époque, étudiant les soins infirmiers à Charlotte, alors j'étais seul, 42 ans, sans entreprise, sans femme, sans économie. J'ai commencé à faire des petits boulots, des travaux de menuiserie ici et là, des services de bricolage pour les voisins. Puis je me suis inscrit pour conduire un Uber parce que les factures ne se souciaient pas de ma fierté. Chaque matin, je me réveillais dans un appartement d'une chambre près de l'autoroute à Knoxville, j'enfilais une chemise propre, je montais dans ma voiture et je conduisais des inconnus dans la ville pendant 10 à 12 heures. Je gagnais juste assez pour couvrir le loyer, la nourriture, l'essence et la facture de téléphone pour que Ruthie puisse m'appeler tous les dimanches. Elle demandait toujours comment j'allais. Je mentais toujours. Je lui disais que j'avais trouvé du travail de menuiserie en freelance. Je lui disais que les choses s'amélioraient. Je lui disais que j'allais bien. Je n'allais pas bien. J'avais 48 ans et je n'avais rien à montrer de ma vie, sauf une fille qui m'aimait et un nom de famille qui appartenait à une famille qui m'avait rejeté. C'est qui j'étais la nuit où le Lanfos est monté dans ma voiture. C'est l'homme qui l'a trouvé derrière le volant. Brisant, silencieux, traversant Knoxville à 19 heures, prenant une course dans une clinique médicale à l'est de la ville. Je ne savais pas qui il était. Je ne savais pas ce qu'il transportait. Je ne savais pas que tout ce que j'avais cru sur mon père, sur mes frères, sur ma propre valeur, était sur le point d'être chamboulé par un homme mourant avec une enveloppe Kraft et un secret enfoui depuis 30 ans. Je m'appelle Donovan Mercer. Et voici l'histoire de la nuit où j'ai découvert la vérité. Après être sorti du bureau de cet avocat à Nashville, je n'ai pas eu de nouvelles de Brock ou de Wade pendant des semaines. Pas un coup de téléphone, pas un SMS, rien. Je me suis dit que je m'en fichais. Je me suis dit que j'avais survécu 48 ans sans leur approbation, et que je pouvais survivre 48 de plus. Mais c'était un mensonge que je me racontais le jour. La nuit, seul dans cet appartement, la vérité était plus difficile à cacher. Je rejouais les mots de Brock encore et encore, « Papa ne t'a jamais aimé ». Il nous l'a dit lui-même. Et chaque fois que je l'entendais dans ma tête, cela me coupait un peu plus profondément. J'ai continué à conduire un Uber. Qu'est-ce que j'allais faire d'autre? Je n'avais pas d'économie, pas d'entreprise, pas d'argent de famille. Je me réveillais à 5h30 tous les matins, je prenais une douche, j'enfilais la chemise propre que j'avais et je prenais le volant. Je conduisais des hommes d'affaires à l'aéroport. Je conduisais des étudiants dans les bars le vendredi soir. Je conduisais de vieilles femmes à leur rendez-vous chez le médecin et je les aidais à porter leur déambulateur jusqu'à la porte d'entrée. Certaines me donnaient un pourboire. La plupart ne le faisaient pas. Je gagnais en moyenne environ $140 par bonne journée. Et après l'essence et le paiement de la voiture, il me restait juste assez pour garder les lumières allumées. Le pire, ce n'était pas l'argent. Le pire, c'était le silence. Je n'avais personne à qui parler. Jolene était partie. Ruthie appelait tous les dimanches,
mais ses appels étaient 15 minutes de moi faisant semblant que tout allait bien pendant qu'elle me parlait de ses cours, de ses stages et des patients dont elle apprenait à prendre soin. Elle avait 22 ans et construisait quelque chose de beau avec sa vie, et je refusais d'être le poids qui la traînait vers le bas. Alors, je souriais au téléphone et je disais toutes les bonnes choses, puis je raccrochais et je restais assis dans l'obscurité. Pendant ce temps, Brock et Wade vivaient comme si l'héritage était un trophée qu'ils avaient gagné. J'ai fait l'erreur de regarder les réseaux sociaux un soir où je ne pouvais pas dormir. Brock avait posté des photos du Penthouse. Il l'avait redécoré, nouveaux meubles, nouvelles œuvres d'art au mur. Il avait organisé une fête sur la terrasse du toit avec des gens que je ne reconnaissais pas, tous tenant des coupes de champagne et riant devant l'horizon de Nashville. La légende disait quelque chose sur l'honneur de l'héritage de notre père. J'ai failli jeter mon téléphone à travers la pièce. Wade était pire d'une autre manière. Il ne se vantait pas comme Brock, mais il dépensait comme un homme qui n'avait jamais su ce que c'était que de gagner $1. Il a acheté une nouvelle maison à Memphis, 6 chambres, une piscine, un garage pour 3 voitures. Il a posté une photo de lui-même devant elle avec un trousseau de clés à la main et un sourire aux lèvres. J'ai pensé à la façon dont notre père avait commencé avec rien, comment Gérald Mercé avait acheté sa première propriété avec de l'argent emprunté et avait passé des années à la rénover de ses propres mains, et maintenant ses fils dilapidaient sa fortune comme s'il s'agissait de petits bois. J'ai supprimé les applications de mon téléphone après cette nuit. Je ne pouvais plus regarder ça, non pas parce que j'étais jaloux. Je n'avais jamais voulu 52 millions de dollars. Je n'avais jamais voulu un yacht ou un Penthouse ou un portefeuille de bâtiments commerciaux. Je voulais une chose de mon père, juste une chose. Je voulais qu'il dise que je comptais. Que j'étais son fils, moi aussi. Que la perte de ma mère ne m'avait pas rendu invisible à ses yeux. Et il ne l'a jamais dit. Il est mort sans le dire. Et son testament l'a confirmé noir sur blanc. Il y avait des nuits où je restais assis dans ma voiture sur le parking de Walmart après ma dernière course, le moteur éteint, regardant le vide. J'ai pensé à appeler Brock et à lui demander pourquoi. Pourquoi papa me haïssait-il? Que ai-je fait de mal? Était-ce parce que je ressemblais à maman? Était-ce parce que je suis resté avec elle au lieu de le suivre? Mais je n'ai jamais appelé parce que je savais déjà ce que Brock dirait. Il rirait. Il me dirait de passer à autre chose. Il me rappellerait que je n'étais rien. Et il apprécierait chaque seconde. Je me noyais et personne ne le savait. Ni Ruthie. Ni les passagers qui s'asseyaient sur ma banquette arrière et regardaient leur téléphone. Ni le gars de la station-service qui me voyait chaque matin faire le plein. J'étais un homme de 48 ans qui s'effondrait à la vue de tous et le monde continuait de tourner autour de moi comme si je n'existais même pas. C'était ma vie le soir du 14 octobre lorsque je me suis arrêté devant une clinique médicale du côté de Knoxville et qu'un homme de 74 ans avec une canne a ouvert ma porte arrière et s'est installé sur le siège. Il m'a donné une adresse au centre-ville, un hôtel près de Market Square. J'ai dit « Oui, monsieur », et j'ai quitté le parking. Et c'est là que je l'ai remarqué en train de me fixer. J'ai jeté un coup d'œil dans le rétroviseur et j'ai vu ses yeux rivés sur moi. Pas un regard occasionnel, pas le regard absent de quelqu'un perdu dans ses pensées. Cet homme m'étudiait comme on étudie une photographie que l'on n'a pas vue depuis des années. Comme s'il essayait de faire correspondre mon visage à quelque chose de profondément enfoui dans sa mémoire. J'ai gardé les yeux sur la route et je me suis dit que ce n'était rien. Certains passagers sont juste comme ça. Les personnes âgées surtout. Elles regardent. Elles observent. Peut-être était-il seul. Peut-être était-il confus. Peut-être m'avait-il confondu avec quelqu'un d'autre. J'ai tourné sur Chapman Highway et je me suis inséré dans la circulation et j'ai essayé de me concentrer sur l'itinéraire. L'hôtel était à environ 20 minutes, selon les feux. J'ai pensé que je le déposerais, noterais la course et passerais à la suivante. Mais il n'a pas arrêté de me fixer. Après 5 minutes, j'ai ajusté légèrement le rétroviseur, espérant qu'il détournerait le regard. Il ne l'a pas fait. Ses yeux étaient d'un bleu pâle, presque gris, enfoncés dans un visage fin aux pommettes saillantes et une mâchoire qui semblait sculptée dans quelque chose de plus dur que l'os. Il avait une enveloppe Kraft sur ses genoux. Ses mains reposaient dessus, comme un homme pose ses mains sur une Bible. Immobile, délibéré, comme si ce qui se trouvait à l'intérieur de cette enveloppe était la chose la plus importante qu'il possédait. Je me suis raclé la gorge. Tout va bien à l'arrière, monsieur?
Il n'a pas répondu tout de suite, il a juste continué à me regarder. Puis il a dit très doucement, « Tu lui ressembles tellement. » Mon estomac s'est serré. Je ne savais pas ce qu'il voulait dire, mais quelque chose dans sa façon de le dire a rendu l'air dans la voiture différent, plus lourd. Je lui ai demandé ce qu'il avait dit et il a secoué la tête lentement comme s'il n'avait pas eu l'intention de parler à voix haute. Rien. Je suis désolé. Juste un vieil homme qui parle tout seul. J'ai laissé tomber. J'ai traversé l'intersection à Moody Avenue et j'ai tourné sur le pont. La rivière était sombre sous nous et les lumières du centre-ville de Knoxville commençaient à apparaître. Le GPS disait que nous étions à 12 minutes. J'ai compté les minutes dans ma tête parce que quelque chose dans cette course me mettait mal à l'aise d'une manière que je ne pouvais pas expliquer. Il a reparlé à la marque des 8 minutes, « Depuis combien de temps conduisez-vous pour Uber ?» Je lui ai dit environ 1 an. Il a hoché la tête. Puis il a dit, « Vous construisiez des choses, des armoires, des meubles. Vous aviez un atelier. » J'ai failli faire une embardée. Ma prise s'est resserrée sur le volant, et je l'ai regardé dans le rétroviseur avec toute mon attention pour la première fois. « Comment savez-vous ça ?» Il n'a pas bronché. Il a dit, « Je sais beaucoup de choses sur vous, Donovan. » Mon nom complet, pas celui de l'application. L'application Uber n'affiche que les prénoms. Cet homme connaissait mon nom de famille. Il connaissait mon atelier. Il connaissait des choses qu'un passager lambda prenant une course dans une clinique médicale n'avait aucune raison de savoir. Mon cœur battait si fort que je pouvais le sentir dans ma gorge. Je me suis arrêté devant l'hôtel. Le GPS a sonné, course terminée. J'ai mis la voiture en stationnement et j'ai attendu qu'il sorte. Il n'a pas bougé. Il est resté là avec cette enveloppe sur ses genoux et ses yeux pâles fixés sur moi. « Monsieur, nous sommes arrivés. » « Je sais où nous sommes. »« Vous sortez ?»« Pas encore. » Je me suis tourné sur mon siège et je l'ai regardé directement. Il était plus âgé que je ne l'avais d'abord pensé. Au moins la soixantaine avancée. Sa peau était fine et parcheminée, et ses mains tremblaient légèrement, un tremblement qu'il essayait de contrôler. La canne appuyée contre le siège à côté de lui avait une poignée en bois usé, le genre de choses qu'un homme tient tous les jours pendant des années. Il était malade. Je pouvais le voir au creux sous ses yeux et à la façon dont sa clavicule pressait contre sa chemise. Ce n'était pas un homme en bonne santé. « Votre nom est Donovan Mercé, dit-il. Votre père était Gérald Mercé. Votre mère était Lorraine. Elle est décédée en 1990 quand vous aviez 12 ans. Vous avez 2 frères, Brock et Wade, et il y a 3 mois, ils ont hérité de tout ce que votre père a construit, tandis que vous n'avez rien reçu. » Je ne pouvais pas parler. Ma bouche s'est ouverte, mais rien n'est sorti. J'ai juste regardé cet homme qui connaissait toute ma vie et qui était monté sur ma banquette arrière un mardi soir au hasard comme si c'était un accident. Il a fouillé dans la poche de sa veste et en a sorti une carte de visite. Vieille, jaunie sur les bords. Il l'a tenue pour que je puisse la lire. Le Lanfos, avocat. Conseil de Mercé Holdings, 1996 à aujourd'hui. J'ai travaillé pour votre père pendant 30 ans, dit-il. J'étais son avocat personnel. J'ai géré chaque contrat, chaque fiducie, chaque document légal que Gérald Mercé a jamais signé. Il a fait une pause et a regardé l'enveloppe. J'ai 74 ans. J'ai un cancer du pancréas et mes médecins me disent qu'il me reste environ 4 mois à vivre. J'ai passé les 6 dernières semaines à essayer de vous retrouver. Je suis d'abord allé voir vos frères, espérant qu'ils feraient ce qu'il fallait. Brock a menacé de me poursuivre en justice si je disais un mot. Wade n'a même pas répondu à mes appels. Je lui ai demandé ce qu'il voulait. Ma voix tremblait et je ne pouvais pas l'arrêter. Il m'a regardé avec une expression que je porterai le reste de ma vie. C'était de la culpabilité. Une culpabilité profonde, lourde, vieille de plusieurs décennies qui était restée dans la poitrine de cet homme comme une pierre. Je dois vous dire quelque chose que votre père m'a payé pour garder secret pendant 30 ans. Il m'a fait signer un accord de confidentialité l'année de la mort de votre mère, et je l'ai respecté chaque jour depuis. Mais je suis mourant, Donovan, et je ne rencontrerai pas Dieu en portant ça. J'ai garé la voiture sur le parking de l'hôtel et j'ai coupé le moteur. Mes mains tremblaient. La ville était silencieuse autour de nous, et le Lanfos a ouvert cette enveloppe Kraft.
Leland a sorti 3 documents de l'enveloppe et les a tenus sous la faible lumière du parking. Ses mains tremblaient plus que les miennes, mais sa voix était stable, comme celle d'un homme qui avait répété ce moment 1000 fois dans sa tête et qui disait enfin les mots à voix haute. En 1996, votre père est venu seul à mon bureau. C'était un mardi après-midi. Je me souviens parce qu'il a annulé 3 réunions pour être là. Il s'est assis en face de mon bureau et m'a dit qu'il voulait créer un second testament, un testament privé, que personne ne verrait jamais avant le bon moment. Je lui ai demandé ce qu'il entendait par un second testament. Leland a posé le premier document sur le siège entre nous. C'était un document légal, épais, peut-être 15 pages, avec la signature de mon père en bas, de cette écriture anguleuse et nette que je reconnaîtrais n'importe où. Gérald Mercé, daté du 9 avril 1996. C'est ce testament, a dit Leland. Dedans, votre père vous a laissé la majeure partie de son patrimoine, pas à Brock, pas à Wade, à vous, Donovan, le Pantouse. Plein intérêt de contrôle dans les propriétés Mercé, 60% de toutes les propriétés commerciales. Votre père vous a spécifiquement désigné comme la personne en qui il avait confiance pour poursuivre ce qu'il avait construit. Le parking a basculé. C'est la seule façon de décrire ce qui s'est passé à l'intérieur de mon corps. Le monde a physiquement basculé comme si le sol s'était déplacé sous la voiture. J'ai saisi la poignée de la porte pour me stabiliser et j'ai fixé ce document comme s'il était écrit dans une langue que je ne pouvais pas lire car ce que Leland me disait ne correspondait à rien de ce que j'avais cru pendant 36 ans. Mon père m'avait ignoré. Mon père m'avait mis à l'écart. Mon père m'avait regardé comme si j'étais fait de verre. Comment ce même homme avait-il pu s'asseoir dans le bureau d'un avocat et écrire mon nom sur un testament qui me donnait tout? Leland a vu la confusion sur mon visage. Il a posé sa main sur le second document et a dit, il y a plus. Il a expliqué qu'en plus du testament, Gérald avait créé une fiducie privée à mon nom, l'avait financée avec 8 millions de dollars en 1996 à partir de bénéfices qu'il avait discrètement séparés des comptes commerciaux principaux. La fiducie était administrée par le cabinet de Leland sous une stricte confidentialité. Personne n'était au courant. Ni Brock, ni Wade, pas même ma mère, car elle était déjà partie depuis 6 ans à ce moment-là. Cette fiducie avait fructifié pendant 30 ans grâce à des investissements prudents. Elle valait maintenant plus de 20 millions de dollars. 20 millions de dollars assis sur un compte à mon nom pendant que je conduisais des inconnus autour de Knoxville pour 12 dollars de l'heure. J'ai posé à Leland la seule question qui comptait, si mon père a écrit ce testament, s'il a créé cette fiducie, s'il voulait que j'aie tout, alors pourquoi le testament qui a été lu dans le bureau de cet avocat il y a 3 mois ne m'a-t-il rien laissé? Leland a fermé les yeux un instant. Quand il les a ouverts, j'ai vu quelque chose qui ressemblait à de la honte. En 2015, votre père a été diagnostiqué avec une démence précoce. Il l'a caché à tout le monde au début, mais cela a progressé. En 2017, il avait des épisodes de confusion, oubliant des noms, perdant le fil des conversations, se répétant. La voix de Leland a baissé. Brock l'a découvert. Je ne sais pas exactement comment, mais Brock a commencé à rendre visite à votre père 3 à 4 fois par semaine, toujours seul, toujours avec des documents. Il a fait appel à son propre avocat, un homme nommé Keane, et ensemble, ils ont commencé à faire pression sur votre père pour qu'il signe un nouveau testament. J'ai senti quelque chose de chaud et de piquant monter dans ma poitrine. Ce n'était plus de la tristesse. C'était de la rage. Leland a continué. Il m'a dit que Gérald avait d'abord résisté. Même dans son état diminué, il avait repoussé. Mais Brock était implacable. Il a isolé Gérald de sa propre équipe juridique. Il a convaincu Wade de le suivre en lui promettant le yacht et les propriétés résidentielles. Et au cours de plusieurs mois en 2017, Brock et son avocat ont rédigé un nouveau testament qui m'a complètement exclu et l'ont fait signer par Gérald pendant une période où ses fonctions cognitives étaient gravement compromises. J'ai essayé d'intervenir, a dit Leland. J'ai appelé le médecin de votre père. J'ai écrit des lettres à Brock l'avertissant que ce qu'il faisait pouvait constituer une influence indue et des abus envers les personnes âgées. Brock a répondu avec une lettre de cessation et d'abstention du cabinet de Kineland et un rappel que mon accord de confidentialité était toujours en vigueur. J'étais lié par le secret professionnel avocat-client. Je ne pouvais pas rendre cela public sans risquer d'être radié. J'ai posé des questions sur la fiducie. Si Brock avait trouvé le second testament, comment avait-il manqué la fiducie? Leland a presque souri. Parce que votre père était plus intelligent que tous.
Il a mis en place la fiducie par l'intermédiaire d'une entité distincte qui n'était pas liée à Mercer Property. Au moment où Brock a découvert le Second Testament, Gerald avait déjà oublié l'existence de la fiducie, et je n'en ai jamais parlé à Brock. C'était la seule chose que j'ai protégée. Il a placé le troisième document dans mes mains. C'était une lettre manuscrite, une page, de l'écriture de mon père, datée du 9 avril 1996, le même jour où il avait signé le Second Testament. Je l'ai tenue sous la lumière et je l'ai lue, et dès la deuxième phrase, je pleurais si fort que je ne pouvais plus voir les mots. La lettre était écrite sur du papier blanc uni. Pas d'entête, pas de formatage légal, juste l'écriture de mon père, la même écriture que je voyais sur les notes qu'il laissait sur le comptoir de la cuisine quand j'étais enfant. Des lettres nettes qui penchaient légèrement vers la droite, pressées fort sur la page comme si le stylo était une extension de son poing. Elle disait, « Donovan, si tu lis ceci, alors je suis parti et la vérité t'a enfin atteint. Je te dois une explication que j'avais trop peur de te donner de mon vivant. Tout ce que j'ai fait, chaque mot froid, chaque dos tourné, chaque porte que j'ai fermée entre nous, ce n'était pas parce que je ne t'aimais pas. C'était parce que je t'aimais plus que je ne savais le montrer, et j'étais terrifié que tes frères te détruisent s'ils le savaient. » J'ai dû arrêter de lire. J'ai pressé la lettre contre ma poitrine et me suis penché en avant sur le siège du conducteur jusqu'à ce que mon front touche le volant. Le lent est resté silencieux derrière moi. Il n'a pas dit un mot. Il m'a juste laissé m'effondrer. Après quelques minutes, j'ai essuyé mon visage avec le dos de ma main et j'ai continué à lire. Ta mère l'a vu avant moi. Elle m'a dit une fois, quelques mois avant de tomber malade, que tu étais celui qui avait mon cœur, mais pas ma dureté. Elle a dit que Brock et Wade survivraient à tout parce qu'ils ne ressentaient pas les choses comme toi. Elle a dit que je devais te protéger d'eux. Je n'ai compris ce qu'elle voulait dire qu'après son départ. Et j'ai regardé tes frères commencer à tourner comme des loups. Ils voulaient tout. Ils voulaient le contrôle. Et je savais que s'ils me voyaient te favoriser, ils se retourneraient contre toi comme ils se sont retournés contre quiconque se tenait entre eux et ce qu'ils croyaient mériter. Ma mère, Lorraine, l'avait vu il y a 36 ans. Elle avait vu ce que Brock et Wade étaient en train de devenir avant même qu'ils ne le deviennent. Et elle avait dit à mon père de me protéger. Et mon père, de la seule manière qu'il connaissait, avait fait exactement cela. Il m'avait repoussé pour me garder en sécurité. Il m'avait rendu invisible pour que Brock et Wade ne me voient jamais comme une menace. La lettre continuait, j'ai bâti cet empire de mes mains, Donovan. Chaque brique, chaque contrat, chaque négociation. Et j'ai regardé tes frères en faire un jeu, un tableau de score, une façon de se mesurer aux autres hommes. Mais tu n'as jamais été comme ça. Tu as aussi construit des choses de tes mains. Tu as appris à créer. Tu as épousé une femme bien. Tu as élevé une fille. Tu as fait tout ce que je respectais et rien dont j'ai eu honte. C'est pourquoi je te laisse cela. Non pas parce que Brock et Wade ne méritent rien. Ils le méritent. Mais le cœur de ce que j'ai construit appartient au fils qui comprend ce que cela m'a coûté de le construire. J'ai lu ce paragraphe 3 fois. Chaque fois, cela m'a frappé à un endroit différent. La première fois dans ma poitrine, la deuxième fois dans ma gorge, la troisième fois quelque part si profond que je ne pouvais pas le nommer. Mon père m'avait observé de loin toute ma vie. Il m'avait vu lutter. Il m'avait vu construire et perdre et reconstruire, et il n'avait jamais dit un mot parce qu'il croyait que son silence était la seule armure qu'il pouvait me donner. Le dernier paragraphe de la lettre est celui qui m'a complètement brisé. Je sais que je t'ai manqué en tant que père. Je sais qu'il y a eu des nuits où tu avais besoin de moi et je n'étais pas là. Je sais que tu t'es couché dans cette maison en croyant que tu étais seul. Et je suis désolé. Je suis désolé pour chaque dîner où je ne me suis pas assis à tes côtés. Je suis désolé pour chaque anniversaire que j'ai laissé passer sans te dire ce que tu signifiais pour moi. Je suis désolé pour le jour où tu es resté dans l'embrasure de la porte de mon bureau et où tu m'as demandé pourquoi je ne t'emmenais jamais avec moi. Et je t'ai donné une réponse qui a dû te briser le cœur. Tu es différent de tes frères, Donovan, mais différent n'a jamais été moins. Différent a toujours été plus. Tu es le meilleur d'entre nous, et si j'avais un souhait, ce serait que tu y crois. J'ai plié la lettre soigneusement le long de ses plis originaux et je l'ai tenue à deux mains comme si elle était en verre. Le lent me regardait dans le rétroviseur. Ses propres yeux étaient humides. Votre père m'a donné cette lettre le jour même où il a signé le Second Testament, dit-il.
Il m'a dit de la garder avec les documents de la fiducie et de m'assurer qu'elle vous parvienne le moment venu. Je l'ai gardée dans le coffre-fort de mon bureau pendant 30 ans. Je suis resté longtemps sur ce parking. Le hall de l'hôtel brillait d'une lumière orange à travers les portes vitrées à 20 pieds de distance. Des gens entraient et sortaient comme si le monde tournait encore normalement. Une femme a ri quelque part. Une voiture a klaxonné dans la rue et je suis resté là, tenant une lettre d'un homme mort qui m'avait aimé en secret toute ma vie. J'ai pris mon téléphone et j'ai appelé Ruthie. Elle a répondu à la deuxième sonnerie. Elle a dit « Salut, papa. Tout va bien ?» Je lui ai dit non. Je lui ai tout dit, le passager, l'avocat, le second testament, la fiducie, la lettre. Je lui ai lu la dernière ligne à voix haute, « Tu es le meilleur d'entre nous. » Et ma fille de 22 ans, qui ne m'avait jamais déçu, a dit à travers ses propres larmes, « Papa, tu dois te battre. Pas pour l'argent, pour grand-père. Il a tenu sa promesse envers toi. Maintenant, tiens la tienne envers lui. » J'ai appelé un avocat spécialisé en succession le lendemain matin avant le lever du soleil. L'avocat s'appelait Colton Brigg. C'était un avocat spécialisé en succession à Knoxville qui exerçait depuis plus de 20 ans. Et quand je me suis assis en face de son bureau à 8 heures du matin avec cette enveloppe Kraft dans les mains, il a examiné les documents pendant moins de 5 minutes avant de se pencher en arrière sur sa chaise et de dire « Monsieur Mercer. Vos frères ont exercé une influence indue classique sur un homme dont les capacités mentales étaient diminuées. Ce n'est pas seulement une affaire civile. C'est à la limite de l'abus envers les personnes âgées. Il a pris mon dossier ce matin-là. Je ne pouvais pas me permettre ces honoraires, mais quand je lui ai montré les documents de la fiducie et qu'il a vérifié que la fiducie de 20 millions de dollars était réelle et légalement la mienne, il a accepté de travailler au pourcentage sur le recouvrement de la succession. Il m'a dit que ce serait un combat. Brock avait de l'argent, des avocats et l'arrogance d'un homme qui croyait avoir déjà gagné. Mais Colton a dit que les preuves étaient accablantes, et si le Lanfoss était prêt à témoigner, nous avions tout ce dont nous avions besoin. Le Lan était d'accord, plus qu'accord. Il m'a dit qu'il avait attendu 30 ans pour dire ces choses à voix haute, et qu'il n'allait pas laisser les menaces de Brock ou un diagnostic de cancer l'arrêter. Il a fait une déposition sous serment depuis sa chambre d'hôtel 3 jours plus tard. Colton a enregistré chaque mot. Le Lan a décrit avec des détails précis comment Gérald avait créé le Second Testament en 1996, comment la fiducie avait été établie et financée, comment Brock avait découvert le testament secret pendant le déclin de Gérald, et comment Brock et son avocat, Kinland, avaient systématiquement fait pression sur un homme atteint de démence pour qu'il signe un document de remplacement qui m'effaçait de la famille. Colton a déposé la contestation devant le tribunal des successions de Nashville dans les 2 semaines. Les motifs étaient l'influence indue et la diminution des capacités mentales. Les preuves comprenaient le Second Testament original avec la signature de Gérald, les documents de la fiducie, le témoignage sous serment de Leland, et les dossiers médicaux de Gérald montrant un diagnostic de démence en 2015, 2 ans complets avant la signature du testament final. Brock a répondu exactement comme je m'y attendais. Il m'a appelé 3 jours après avoir été signifié. J'étais assis dans ma voiture entre 2 courses quand son nom est apparu sur mon téléphone. J'ai failli ne pas répondre, mais je l'ai fait. Sa voix était glaciale, « Tu es un chauffeur Uber fauché, Donovan. Tu crois que tu peux t'attaquer à moi. Papa ne t'a rien laissé parce que tu n'es rien. Laisse tomber avant que je ne t'enterre. » Je n'ai pas argumenté avec lui. Je ne me suis pas défendu. Je n'ai pas élevé la voix. J'ai juste dit, je te verrai au tribunal, Brock. Et j'ai raccroché. L'audience a eu lieu 6 semaines plus tard dans une salle d'audience des successions à Nashville. Brock est arrivé avec une équipe de 3 avocats dirigés par Kinland lui-même, le même homme qui avait rédigé le testament frauduleux. Wade était assis à ses côtés, l'air pâle et mal à l'aise, comme un homme qui venait de réaliser que le sol sous lui n'était plus solide. Brock était assis les bras croisés et la mâchoire serrée, dégageant le genre de confiance qui vient d'une vie où l'on ne lui a jamais dit non. Colton a présenté le dossier méthodiquement. Il a présenté le Second Testament comme preuve. Il a présenté les documents de la fiducie. Il a montré au juge les dossiers médicaux de Gérald, y compris les notes de son médecin, confirmant un déclin cognitif significatif commençant en 2014 et s'aggravant régulièrement jusqu'en 2017, date à laquelle le testament final a été signé. Il a présenté les propres registres de visite de Brock de la communauté fermée où vivait Gérald,
montrant que Brock avait rendu visite à Gérald 73 fois au cours des 6 mois précédant l'exécution du testament final. 73 visites, chacune une chance de faire pression sur un vieil homme confus pour qu'il renonce au droit d'aînesse de son fils. Puis Leland a pris la barre. Il a marché lentement vers le siège des témoins, s'appuyant sur sa canne, son costume gris toujours trop grand pour sa silhouette amaigrie. Il s'est assis et a regardé directement le juge, pas Brock, pas Kinland, le juge. Et il a parlé avec la voix calme et précise d'un homme qui avait passé toute sa carrière à choisir ses mots avec soin. Il a décrit le jour où Gérald est venu à son bureau en 1996. Il a décrit les mots exacts de Gérald sur les raisons pour lesquelles il voulait me laisser le patrimoine. Il a raconté comment Gérald avait dit « Brock et Wade le dépenseront. Donovan le fera fructifier ». Il a témoigné sur la fiducie, l'accord de confidentialité, les 30 ans de silence. Il a décrit comment Brock l'avait menacé lorsqu'il avait essayé de se manifester après la mort de Gérald. Et puis il a dit quelque chose qui a fait que toute la salle d'audience est restée immobile. Au printemps 2024, environ 8 mois avant le décès de Gérald, je lui ai rendu visite chez lui. Il avait une journée lucide. Elles étaient rares à l'époque, mais c'était l'une d'entre elles. Il m'a reconnu. Il a posé des questions sur la fiducie. Il a demandé si Donovan était en sécurité, puis il m'a attrapé le bras avec plus de force que je ne pensais qu'il en avait encore. Et il m'a regardé dans les yeux et a dit, ne les laissez pas le prendre à Donovan. Promettez-moi, Leland. Ne les laissez pas le prendre. L'avocat principal de Brock a essayé de discréditer Leland lors du contre-interrogatoire. Il l'a qualifié d'ancien employé mécontent ayant une vendetta. Il a demandé pourquoi Leland avait attendu si longtemps pour se manifester. Il a suggéré que les médicaments contre le cancer de Leland pouvaient affecter sa mémoire. Leland n'a pas bronché. Il a fouillé dans sa mallette et a produit des courriels horodatés entre lui-même et le médecin de Gérald datant de 2015. Des relevés de facturation de son cabinet documentant chaque interaction avec Gérald et une copie de la lettre de cessation et d'abstention que Brock lui avait envoyée. Chaque affirmation qu'il a faite était étayée par des documents. Le juge a délibéré pendant moins d'une semaine. Quand nous sommes retournés au tribunal pour le verdict, j'étais assis derrière Colton, les mains jointes sur mes genoux. Ruthie était venue de Charlotte la veille et était assise à côté de moi. Elle m'a tenu la main si fort que je pouvais sentir son pouls. Le juge a statué que le testament final de Gérald Mercé, exécuté en 2017, était invalide pour cause d'influence indue exercée par Brock Mercé et facilitée par Wade Mercé sur un homme dont les capacités mentales étaient documentées comme diminuées. Le second testament, daté de 1996, a été rétabli comme document régissant la succession de Gérald Mercé. L'intérêt de contrôle dans les propriétés Mercé, le Pantouse de Nashville et 60% de toutes les propriétés commerciales m'ont été attribués. La fiducie, évaluée à 22 millions de dollars, a été confirmée comme ma seule propriété légale. Brock et Wade se sont retrouvés chacun avec ce que le second testament original leur avait alloué, un héritage en espèces de 500 000 dollars chacun. Brock s'est levé si vite que sa chaise a grincé sur le sol. Il m'a pointé du doigt de l'autre côté de la salle d'audience et a dit, « Ce n'est pas fini ». Kinland lui a attrapé le bras et l'a tiré vers la porte. Ils sont partis sans un mot de plus. Wade n'a pas bougé. Il est resté assis à cette table, regardant droit devant lui, les mains à plat sur la surface comme un homme qui venait de voir toute sa vie se réorganiser devant lui. Je suis sorti de ce tribunal sous le soleil de l'après-midi. Nashville était bruyante, lumineuse et vivante autour de moi. Ruthie était à mes côtés, son bras passé dans le mien. Elle m'a regardé et a dit, « Grand-père a tenu sa promesse, papa. » J'ai hoché la tête parce que je ne pouvais pas parler. Ma gorge était trop serrée et mes yeux étaient trop pleins. J'ai appelé Leland ce soir-là depuis l'hôtel. Il a répondu à la première sonnerie comme s'il avait attendu près du téléphone. Je lui ai dit ce qui s'était passé. Il est resté silencieux pendant longtemps. Puis il a dit, « Bien. C'est bien. » Sa voix était fatiguée, mais elle était plus légère que je ne l'avais jamais entendue, comme celle d'un homme qui avait enfin déposé quelque chose d'imposant lourd. 6 mois se sont écoulés depuis cette décision. J'ai vendu le Pantouse. Il était trop grand, trop froid, et il sentait encore l'eau de Cologne de Brock. J'ai utilisé une partie de l'argent pour restructurer Mercé Property et j'ai embauché une équipe de personnes qui se soucient réellement de construire quelque chose de réel au lieu de simplement extraire des profits. Je ne suis pas un magnate de l'immobilier.
Je n'ai jamais voulu en être un. Mais je suis un bâtisseur. Je sais travailler de mes mains, comment regarder quelque chose de cassé et trouver comment le rendre entier à nouveau. Mon père a vu cela en moi avant que je ne le voie moi-même. Ruthie a obtenu son diplôme d'infirmière le mois dernier. J'étais assis au premier rang. Quand elle a traversé cette scène et a pris son diplôme, elle m'a regardé droit dans les yeux et a souri. Après la cérémonie, elle a couru vers moi et a dit « Grand-père serait si fier de toi ». Je lui ai dit qu'il serait plus fier d'elle. Le Lanfos est décédé 3 mois après le procès. Le cancer du pancréas l'a emporté un mercredi matin dans un établissement de soins palliatifs à Knoxville. Je lui ai rendu visite 2 fois avant son départ. La dernière fois que je l'ai vu, il était allongé dans un lit étroit, les stores ouverts et la lumière du soleil traversant la fenêtre en longue bande dorée sur le sol. Il avait l'air petit, plus petit que l'homme qui était assis sur ma banquette arrière cette nuit-là, mais ses yeux étaient les mêmes. Clair et perçant et rempli de quelque chose qui ressemblait à la paix. Il a dit, « J'ai passé 30 ans à garder le secret de votre père. La seule chose que je regrette, c'est de ne pas l'avoir brisé plus tôt. » Je lui ai tenu la main et j'ai dit, « Vous l'avez brisé quand cela comptait, Leland. C'est tout ce qui compte. » Brock ne m'a pas parlé depuis le tribunal. Je ne m'attends pas à ce qu'il le fasse un jour. Wade m'a envoyé un SMS environ 2 mois après la décision. 4 mots, je suis désolé. J'aurais dû te le dire. Je l'ai lu. J'ai posé le téléphone. Je n'ai pas répondu. Je ne sais pas si je le ferai un jour. Certaines portes se ferment et elles devraient rester fermées. Le pardon n'est pas quelque chose que je dois à qui que ce soit. S'il vient, il viendra à mon heure. Je roule encore à travers Knoxville parfois. Pas pour Uber, pas pour l'argent, juste pour me souvenir. Je passe devant la clinique médicale du côté et de la ville où Leland est monté dans ma voiture. Et je ralentis à chaque fois. Je pense à la façon dont une seule course a tout changé. Un passager, un homme qui a décidé que la vérité comptait plus qu'un contrat, plus qu'une menace, plus que son propre confort. Un homme mourant qui a utilisé ses derniers mois sur Terre pour réparer une injustice commise envers quelqu'un qu'il n'avait même jamais rencontré. Je garde la lettre de mon père dans le tiroir de ma table de chevet. Je la lis quand le doute revient. Quand j'entends la voix de Brock dans ma tête qui dit « Papa ne t'a jamais aimé ». Quand je me réveille à 3 heures du matin et que la vieille blessure essaie de s'ouvrir à nouveau, je déplie ce papier et je lis la dernière ligne, celle que mon père a écrite il y a 30 ans pour le fils qu'il n'a pas pu tenir mais qu'il n'a jamais cessé d'aimer, « Tu es le meilleur d'entre nous ». Je le crois maintenant. Si cette histoire vous a touché le cœur, faites-moi une faveur. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre aujourd'hui. Laissez un commentaire ci-dessous et dites-moi, avez-vous déjà découvert une vérité sur votre famille qui a changé la façon dont vous voyez tout? Je lis chaque commentaire et j'aimerais entendre votre histoire. Et si vous ne l'avez pas déjà fait, cliquez sur le bouton d'abonnement et appuyez sur la cloche pour ne jamais manquer une histoire.